Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder la physiologie de la formation de l'urine, à savoir la filtration, la réabsorption et la sécrétion. La physiologie de la formation de l'urine. Alors, la synthèse de l'urine se fait en deux temps. Synthèse de l'urine primaire et synthèse de l'urine définitive. La synthèse de l'urine primaire se fait à partir de la filtration glomérulaire du plasma. La synthèse de l'urine définitive, elle se fait à partir de l'urine primaire qui fait l'objet de remaniements le long de tubules par la réabsorption et la sécrétion tubulaire. Alors, c'est quoi la réabsorption tubulaire? La réabsorption tubulaire, elle consiste au passage d'eau et de substances dissoutes de la lumière tubulaire vers les capillaires péritubulaires. Ce sont des substances utiles comme l'eau, le glucose, certains acides aminés, certains ions provenant des sels minéraux. La sécrétion est par contre le passage des substances des capillaires péritubulaires vers la lumière tubulaire. Il peut s'agir de déchets métaboliques comme par exemple les résidus azotés des protéines, des acides aminés et des nucléotides comme l'urée, la créatinine et l'acide urique. Sont sécrétées également les substances produites en excès et les substances produites dans les cellules tubulaires comme la synthèse des ions ammonium, des bicarbonates et la sécrétion de protons. Donc, si on veut résumer, le fonctionnement de chaque néphron peut être divisé en trois étapes. Alors, la première, c'est la filtration glomérulaire. Elle consiste au passage des substances du sang des capillaires glomérulaires vers la capsule de Bowman en traversant bien sûr la barrière de filtration glomérulaire, d'où la formation de l'urine primaire. La réabsorption tubulaire, c'est le retour de certaines substances essentielles comme le glucose, les acides aminés et les ions de la lumière tubulaire vers les capillaires péritubulaires. La sécrétion tubulaire, c'est le passage de certaines substances en excès ou des déchets métaboliques des capillaires péritubulaires vers la lumière du tube. Donc, les trois mécanismes fondamentaux de la formation de l'urine sont la filtration glomérulaire, la réabsorption tubulaire et la sécrétion tubulaire. Alors, la filtration glomérulaire, c'est la première étape de la production d'urine. Elle correspond au passage de l'eau et des substances dissoutes du plasma vers l'espace capsulaire au travers de la barrière filtrante du corpuscule rénal. Alors, la filtration glomérulaire, c'est un phénomène passif. Donc, elle n'entraîne pas de dépense d'énergie de la part du rein. Elle ne dépend que des différences de pression de part et d'autre de la paroi glomérulaire. En effet, le niveau de pression sanguine élevé dans le capillaire glomérulaire va forcer l'eau et les composants dissous du sang à traverser la barrière de filtration glomérulaire. La force motrice principale de ce transfert résulte donc de l'activité cardiaque.
Alors le liquide filtré est appelé filtrat. Le volume de filtrat formé par les deux reins chaque minute est appelé taux de filtration glomérulaire ou débit de filtration glomérulaire. En d'autres termes, le taux de filtration glomérulaire correspond à la quantité de filtrat qui se forme dans l'ensemble des corpuscules rénaux à chaque minute. Alors, chez un adulte sain, le taux de filtration glomérulaire est de 125 ml par minute, c'est-à-dire que 180 litres de filtrat dilué sont formés chaque jour par les deux reins. Donc, presque tout le filtrat est réabsorbé et moins de 1%, c'est-à-dire moins de 1 à 1,5 litres, est excrété sous forme d'urine. Alors, la fraction de filtration ou fraction filtrée, c'est le pourcentage de plasma pénétrant dans les néphrons qui se transforme réellement en filtrat glomérulaire. Alors la valeur de la fraction de filtration oscille en moyenne entre 16 et 20%. Donc lorsque le plasma pénètre par l'artériole afférente, il peut choisir deux voies. Soit il peut ne pas traverser la barrière de filtration glomérulaire et sortir par l'artérielle efférente. Donc il n'a pas été filtré, c'est la fraction non filtrée. Soit il passe à travers l'artériole afférente et il traverse la barrière de filtration glomérulaire pour se retrouver au niveau de la chambre glomérulaire. C'est la fraction filtrée. Le débit de filtration glomérulaire dépend de trois facteurs. L'aire de filtration directement proportionnelle au nombre de glomérules valides. La perméabilité de la membrane de filtration, elle peut s'altérer dans certaines pathologies. Et la pression nette de filtration qu'on va développer par la suite. Alors ici, on a un schéma, d'accord, de la barrière de filtration glomérulaire. Le sang, il va traverser la barrière de filtration glomérulaire pour se retrouver au niveau de la chambre glomérulaire, au niveau de l'espace urinaire, d'où l'urine primaire ou bien le filtrat initial. Alors le filtrat initial, c'est quoi? C'est le sang moins les globules, les protéines et les substances liées aux protéines. Le filtrat glomérulaire ou urine primaire a une composition très proche de celle du plasma, à l'exception des éléments figurés, c'est-à-dire les globules et les grosses molécules dont le poids moléculaire est supérieur à 70 000 daltons, protéines comme l'albumine. Alors la perméabilité membranaire du filtre glomérulaire aux molécules va dépendre de leur taille et de leur charge. Alors pour la taille, la perméabilité est maximale pour les molécules inférieures à 10 kg d'atome. Elle est intermédiaire entre 10 et 70 kg d'atome et cette perméabilité est nulle au-delà de 70 kg d'atome. Pour la charge, les molécules chargées positivement filtrent mieux que celles chargées négativement. Alors, en effet, le filtre glomérulaire étant chargé
négativement repousse les éléments négatifs. Ainsi, la perméabilité aux molécules cationiques, elle est supérieure aux molécules neutres et elle est supérieure aux molécules anioniques. Alors, la pression nette de filtration, la filtration ne va pouvoir s'effectuer que sous l'action d'une force ou d'une pression qui s'exerce dans le sens plasma-urine. C'est la pression nette de filtration. Alors, la pression nette de filtration résulte de l'ensemble des pressions s'exerçant au niveau glomérulaire. Alors, on a des forces qui vont favoriser la filtration. C'est ce qu'on appelle la pression hydrostatique glomérulaire du sang, et des forces qui vont s'opposer à la filtration. On a la pression osmotique colloïdale du sang ou bien la pression oncotique et la pression hydrostatique capsulaire. Alors, pour la pression hydrostatique glomérulaire du sang, elle est représentée par les flèches rouges. Qu'est-ce qu'elle reflète? Elle reflète la pression sanguine artérielle au sein du glomérule amenée par l'artériole efférente. Elle est en moyenne d'environ 60 mm de mercure. La pression osmotique colloïdale du sang ou la pression oncotique, c'est celle représentée par des flèches violets, est due à l'effet osmotique des protéines plasmatiques. Alors, comme je vous ai dit, les protéines ne traversent pas la barrière de filtration glomérulaire. Donc, la barrière de filtration glomérulaire va séparer deux milieux de pression osmotique différentes. Le milieu sanguin riche en protéines hypertoniques et le milieu urinaire, ou bien le compartiment urinaire ne contenant pas de protéines et hypotoniques. Donc l'eau aura tendance à quitter le filtrat pour retourner au niveau du glomérule. Donc, puisque le sang contient une concentration en protéines beaucoup plus élevée que celle du filtrat, l'eau aura tendance à quitter le filtrat pour retourner dans le vaisseau sanguin si la pression sanguine du glomérule était inférieure à la pression oncotique du sang. Alors la pression osmotique colloïdale s'élève à peu près à 27 mm de mercure dans les capillaires glomérulaires. Alors la troisième pression, c'est la pression hydrostatique capsulaire représentée par les flèches jaunes. Elle reflète la pression exercée par les parois de la capsule de Bowman et le liquide se trouvant dans cette capsule. Alors par conséquent, une petite quantité de filtrat reflue vers le capillaire glomérulaire. Cette poussée, c'est ce qu'on appelle la pression hydrostatique capsulaire qui s'élève à 15 mm de mercure. Donc, pour déterminer la pression nette de filtration, il faut prélever de la pression hydrostatique glomérulaire les forces qui s'opposent à la filtration, c'est-à-dire on doit enlever la valeur de la pression oncotique et la valeur de la pression hydrostatique glomérulaire. Donc la pression, on doit enlever la valeur de la pression oncotique et la valeur de la pression hydrostatique capsulaire, d'accord, exercée au niveau des capsules. Donc la pression nette de filtration, c'est la pression hydrostatique glomérulaire sanguine moins la somme de la pression oncotique
colloïdale sanguine et la pression hydrostatique capsulaire. Ça fait 60 moins 27 plus 15, ça fait 18 mm de mercure. Donc cela signifie qu'une pression d'environ 18 mm de mercure va provoquer la filtration du plasma du glomérule à l'espace capsulaire. Alors maintenant, après avoir vu la filtration, nous allons voir qu'est-ce que c'est la réabsorption tubulaire. Donc, quotidiennement, on a dit que les reins filtrent environ 180 litres de liquide de sang pour ne produire que 1,5 litre d'urine. Donc, 99% du filtrat total vont être réabsorbés par les capillaires péritubulaires ou les vasa recta. Alors, le processus par lequel l'eau et les solutés contenus dans le compartiment urinaire retournent vers le sang est appelé réabsorption tubulaire. La réabsorption peut se faire soit par un transport passif s'effectuant selon le gradient de concentration et qui n'est pas consommateur d'énergie. Il peut s'agir d'une diffusion simple, que ce soit pour une substance lipophile ou bien la substance, elle peut passer par des canaux ou des pores, ou si la substance est un peu de taille élevée, il y aura une diffusion facilitée par l'intermédiaire d'une protéine, la perméase. En plus du transport passif, on a un transport actif. Il utilise de l'énergie chimique, notamment l'hydrolyse de l'ATP, pour transporter des substances contre leur gradient de concentration. Dans ce transport, on peut trouver deux types de transport, soit un transport primaire ou un transport secondaire. Alors, dans le transport actif primaire, l'énergie tirée du fractionnement de l'ATP va servir à déplacer la molécule à travers la membrane. Alors, la cellule, elle va utiliser cette énergie pour produire des changements de forme dans la protéine de transport qui sont des pompes. Alors, dans le transport actif secondaire, ce transport utilise indirectement l'énergie tirée du fractionnement de l'ATP. C'est la pompe et non le transporteur qui va utiliser cette énergie. Alors, dans ce transport actif secondaire, on a généralement le transport de plusieurs substances à la fois. On parle de cotransport. Alors, si les substances sont transportées dans le même sens, on parle de sympore. Si les substances sont transportées dans un sens différent, on parle d'antipore. Alors, pour rejoindre le sang, les molécules présentes dans la lumière du tubule doivent traverser les membranes apicales, le cytoplasme de la cellule, les membranes basales, des cellules tubulaires, le milieu interstitiel rénal et la paroi des capillaires péritubulaires. Alors, notez que sur leur surface apicale, face à la lumière, les cellules sont pourvues d'une bordure en brosse de microvillosité. On a des microvillosités en plateau strié. Alors, on va commencer par la réabsorption dans le tubule contourné proximal et on va voir la réabsorption d'un ion majoritaire dans le plasma, c'est-à-dire le sodium, donc la réabsorption du sodium. Alors, le sodium est l'ion le plus abondant dans le milieu intérieur et qui, en conséquence, joue un rôle majeur dans la régulation de sa pression osmotique. 65% du sodium filtré va être réabsorbé
dans le tubule contourné proximal. Alors, les échanges sont régis par un équilibre ionique qui est différent selon le pôle de la cellule. Alors, ainsi, de la lumière tubulaire au cytoplasme de la cellule, le Na+ diffuse passivement grâce au gradient électrochimique. La concentration de Na+ dans les cellules tubulaires est faible et l'intérieur des cellules est chargé négativement par rapport à l'extérieur. Au même moment, les pompes à sodium, Na+, K+, ATPase, contenues dans les membranes basolatérales, vont chasser activement le Na+, et l'échanger contre du K+. Alors, à partir des espaces interstitiels situés autour des cellules tubulaires, le Na+ va diffuser dans les capillaires péritubulaires. D'accord? Alors, il s'agit là d'un transport actif primaire. Pourquoi? Parce que la pompe à sodium, qui est le transporteur, est actionnée par l'ATP et l'énergie tirée du fractionnement de l'ATP va déplacer directement l'ion Na+ à travers la membrane. Soulignons que ce mécanisme important de la réabsorption de sodium fonctionne également dans le tubule contourné distal et dans les tubules collecteurs. Alors maintenant pour la réabsorption d'eau, toujours dans le tubule contourné proximal. Alors le transport actif de sodium engendre une différence de pression osmotique qui est immédiatement annulée par un transfert d'eau dans le même sens. Alors en effet, chaque ion sodium réabsorbé accroît la pression osmotique, tout d'abord celle du cytosol des cellules tubulaires et ensuite celle du sang des capillaires péritubulaires. L'eau passe directement du filtrat au capillaire péritubulaire et va rétablir l'équilibre osmotique. Alors l'eau se déplace d'un compartiment à l'autre en fonction de la concentration des différentes substances qui y sont dissoutes et qui déterminent l'osmolarité de la solution. Alors l'eau se déplace toujours du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. La molécule d'eau, elle est représentée ici par les petits fragments en bleu. L'eau donc se déplace en suivant son gradient de concentration, c'est ce qu'on appelle l'osmose. Alors, dans la réabsorption d'eau, il y a deux types de réabsorption, la réabsorption obligatoire d'eau et la réabsorption facultative. Alors, on va commencer par la réabsorption obligatoire d'eau. Alors ici, on a une courbe qui montre le rapport de l'eau non réabsorbée par rapport à l'eau filtrée exprimée en pourcentage dans les différentes parties, d'accord, du néphron, soit au niveau du tubule contourné proximal, l'anse de Henle et du tubule contourné distal. Alors, par ce mécanisme d'osmose, 65% de l'eau filtrée, soit à peu près 117 litres par 24 heures, sont réabsorbés
passivement avant l'extrémité du tubule contourné proximal. Alors regardez ici, à l'extrémité du tubule contourné proximal, on peut lire que la quantité d'eau qui est non réabsorbée, elle est à peu près de 35%. 65% de l'eau filtrée a été réabsorbée passivement avant l'extrémité du tubule contourné proximal. Alors, soulignons que cette réabsorption d'eau a lieu quelle que soit la quantité d'eau dans l'organisme et n'est pas sujette à une régulation. On parle de réabsorption obligatoire d'eau qui représente 80% de la réabsorption totale de cette dernière. Alors, ce type de réabsorption obligatoire se produit également dans la branche descendante de l'anse de Henle et dans le début du tubule contourné distal. Alors maintenant, la réabsorption facultative d'eau. Alors, une quantité variable des 20% restants de l'eau filtrée est réabsorbée dans la dernière partie du tubule contourné distal et dans le tubule collecteur sous un contrôle hormonal direct, principalement via l'hormone ADH, c'est-à-dire l'hormone antidiurétique, en fonction des besoins de l'organisme. Ce processus est appelé réabsorption facultative, c'est-à-dire qu'il peut avoir ou ne pas avoir lieu. Alors, si l'individu est bien hydraté, la réabsorption sera moins importante que si l'individu est déshydraté. Alors, regardez ici, pour un individu bien hydraté, l'eau non réabsorbée représente à peu près 25%. Pour un individu déshydraté, l'eau non réabsorbée représente 0%, c'est-à-dire que toute l'eau a été réabsorbée sous l'action de la DH. Donc, pour récapituler, alors notons que tout le long du tubule, l'eau est toujours réabsorbée passivement par osmose. En général, la réabsorption d'eau s'effectue en même temps que la réabsorption de solutés tels que le sodium et le glucose. Alors, selon la portion du tubule, le transfert d'eau est obligatoire, c'est-à-dire non réglable, ou facultatif, c'est-à-dire réglable sous un contrôle hormonal, notamment l'hormone antidiurétique. Alors maintenant, toujours on est dans le tubule contourné proximal. Après avoir vu la réabsorption du sodium et de l'eau, nous allons voir comment se déroule la réabsorption d'autres types de nutriments, toujours dans le tubule contourné proximal. Alors en général, la totalité du glucose filtré, des acides aminés, ainsi que de l'acide lactique et d'autres métabolites comme le calcium, les ions phosphates, sulfates ou bien bicarbonates, vont être réabsorbés dans le tubule contourné proximal via des sympores avec le sodium par un transport actif secondaire, l'énergie étant alors fournie par le transport actif primaire du sodium hors des cellules tubulaires rénales. Donc, rappel sur les variétés de transport actif couplé. On a le transport d'une seule substance, on parle uniport, le transport de deux ou plusieurs substances dans un même sens, c'est ce qu'on appelle sympore, et le transport de deux ou plusieurs substances dans des sens différents,
c'est ce qu'on appelle l'antipore. Alors, ce processus est appelé transport actif secondaire. Pourquoi? Parce que c'est la pompe à sodium et non le symporteur qui consomme l'ATP. Ou, en d'autres termes, ce type de transport utilise indirectement l'énergie tirée du fractionnement de l'ATP utilisé par la pompe à sodium. Alors, on va voir la réabsorption du glucose dans le tubule contourné proximal. Alors, le glucose et le sodium se lient à un transporteur commun, c'est un symporteur SGLT2 au niveau de la membrane apicale. Alors, le glucose est transporté dans la cellule à mesure que le sodium entre conformément à ses gradients électriques et chimiques. Le NH+ est ensuite pompé hors des cellules par la pompe à sodium, tandis que le glucose est transporté dans le liquide interstitiel par le transporteur GLUT2. On va voir maintenant la réabsorption des petites protéines et des peptides, toujours dans le tubule contourné proximal. Alors, les petites protéines et les peptides qui ont été filtrés sont également réabsorbés. Alors, en effet, après fixation spécifique au niveau de la bordure en brosse, les cellules tubulaires proximales absorbent les protéines présentes dans la lumière tubulaire par un mécanisme actif d'endocytose. Alors, ces protéines se retrouvent dans les lysosomes où elles sont dégradées en acides aminés, utilisées in situ, sur place, c'est-à-dire, ou reconduits dans la circulation générale. Alors, qu'est-ce que c'est le transport maximal tubulaire? Alors, la capacité de réabsorption tubulaire de certaines substances comme le glucose, les acides aminés, ainsi que les petites protéines est limitée. Et lorsque la concentration plasmatique de ces substances augmente fortement, une protéinurie ou une glycosurie s'installe. C'est-à-dire qu'on a l'apparition du glucose et des protéines dans l'urine. Alors, en effet, comme il y a un nombre limité de chacun des transporteurs dans les cellules tubulaires, il y a une limite supérieure à la quantité d'une substance qui peut être transportée activement. Alors, le maximum de réabsorption est atteint quand tous les transporteurs d'une substance sont totalement occupés ou saturés de sorte qu'ils ne peuvent plus prendre en charge des molécules supplémentaires. Alors, le transport maximal tubulaire est la quantité maximale que les cellules tubulaires peuvent transporter en un temps donné et les mesurer en milligrammes par minute. Alors, toute quantité de substrat filtré supérieure au Tm
c'est-à-dire au transport maximal, elle ne peut pas être réabsorbée et elle est excrétée dans l'urine. Alors la concentration plasmatique à partir de laquelle une substance commence à se déverser dans l'urine parce que son TM a été dépassé est appelée seuil rénal et elle est mesurée en milligrammes par ml. Alors, mettons l'accent sur le fait que le glucose et les acides aminés n'apparaissent pas normalement dans l'urine car ils sont complètement réabsorbés sauf s'ils sont présents en excès dans le sang. Alors, comme pour la réabsorption du sodium, la réabsorption de ces divers nutriments entraîne la réabsorption d'eau par osmose. Donc, si on veut récapituler, à l'extrémité du tubule contourné proximal, la totalité des nutriments filtrés, de 80 à 90% des bicarbonates filtrés, environ 65% du sodium et de l'eau, et environ 50% du Cl- et du K+, ont été réabsorbés. Alors maintenant, on va voir la réabsorption dans l'anse de Henle. Alors, au niveau de l'anse de Henle, il faut distinguer la branche descendante provenant du tubule proximal qui est très perméable à l'eau mais très peu perméable au sodium. La branche ascendante allant au tubule distal qui est imperméable à l'eau mais qui est perméable au sodium et qui opère de ce fait une réabsorption active de cet ion. Alors notons que ce dernier point est une différence majeure par rapport à ce qui se passe, par exemple, dans les tubules contournés proximaux ou distaux, car ici, pour la première fois, la réabsorption d'eau par osmose n'est pas automatiquement associée à la réabsorption des solutés filtrées. Alors, la réabsorption du sodium par un processus actif dans la branche ascendante de l'anse de Henle augmente la pression osmotique du tissu interstitiel par passage de l'ion Na+ à ce niveau. Cette hausse de la pression osmotique est à son tour responsable d'un appel d'eau de la branche descendante qui quitte le tube passivement pour rentrer dans l'interstitium médulaire hypertonique. Un cotransporteur fait passer un ion Na+, un ion K+, et deux ions Cl- de la lumière tubulaire au cellules. Alors, c'est un autre exemple de transport actif secondaire car les importeurs dépendent de la pompe à sodium de la membrane basolatérale de la cellule pour maintenir le Na+ intracellulaire à un faible niveau. Par ailleurs, le K+ rediffuse dans la lumière du tubule via des canaux potassiques.
Ainsi, l'effet global de ce mécanisme est la réabsorption d'ions Na+, et Cl-.